Merci Alexis Le Rossignol pour cette minute détente. Bonjour à toutes et à tous. Restez avec nous à l'air libre pour cette deuxième partie de notre émission. Elle est consacrée aux familles monoparentales qui trinquent, certaines de manière dramatique, dans l'indifférence quasi générale. Pourtant, elles représentent plus d'un quart des familles en France et elles contribuent à faire tourner la France en cette crise sanitaire inédite, puisque nombre de chefs de famille d'entre elles sont aides-soignantes, infirmières, caissières, vendeuses, enseignantes. Pourquoi sont-elles à ce point invisibilisées, les familles monoparentales? Quel est leur quotidien confiné? Mes deux invités vont nous éclairer. Bonjour Laure Stukelski. Bonjour. Vous êtes la déléguée nationale de Parents Solo et Compagnie, un réseau national associatif qui organise l'appui et l'entraide pour les familles monoparentales. Vous êtes également l'auteur d'une note qui a été publiée récemment par le think tank Terra Nova sur les familles monoparentales à l'épreuve du coronavirus. C'est ça. Cathy Ngangue, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère célibataire, confinée à Marseille avec vos deux enfants de 9 et 6 ans. Vous me disiez que vous aviez la chance de travailler pour un employeur conscient des problématiques des parents solos. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales et vous avez récemment créé ASAP, l'association de services et d'accompagnement des parents solos, qui accompagne plus d'une dizaine de familles, en particulier avec cette crise sanitaire. Je voudrais qu'on commence par le témoignage de Stéphanie Bailly. Elle a 35 ans, elle vit en Isère, elle est mère solo depuis le décès de son compagnon. Confinée avec son fils Martin, qui est scolarisé en moyenne section, elle a lancé un cri de détresse sur Facebook qui a été partagé plus d'1 millier de fois. Je vous lis un extrait. Être isolé avec son enfant, c'est plus que dur. Quand Macron a dit déconfinement le 11 mai, je me suis dit yes, plus qu'un mois. Je vois tous ces gens dire qu'ils ne veulent pas mettre leur enfant à l'école par peur de la contagion et je les comprends. Mais moi, je l'ai rêvé le 11 mai, tout en me sentant une mauvaise mère, bien sûr. Stéphanie nous raconte sur son blog, sur son post, le quotidien sans plus aucun répit, faute de relais, ni école, ni cantine le midi, ni nounou, ni grands-parents. Elle nous a envoyé une petite vidéo. Je vous propose de la regarder et de l'écouter. Nous, en tant qu'adultes, on n'a pas la soupape qu'on a dans la vie d'habitude d'aller voir d'autres adultes, de voir d'autres enfants, que notre enfant voit d'autres enfants, etc. pour, le conflit parental, parental-enfantal se régule, ce qui est la vie normale. Du coup, pris dans cette tourmente, à un moment donné, ça a été un peu dur pour moi. J'ai donné mon enfant 1 heure à des amis. Et j'ai beaucoup pleuré. Et dans ce truc où je sentais qu'il y a beaucoup de lâchage, c'était flou, je sais pas comment dire. J'ai écrit un message à post Facebook pour tous les parents solos et mon post a été partagé plus de 850 fois là, à l'heure où je vous parle. Et énormément de parents ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire ah moi aussi je suis parent solo, moi aussi c'est dur, moi aussi c'est difficile, je me sens seule, etc. Donc j'ai commencé à répondre à tout le monde, mais ça fait énormément de gens. Et je me suis dit mais on fait quoi pour ces gens en fait? On fait quoi pour ces gens qui en peuvent plus, pour ces gens qui j'ai une maman qui m'a envoyé un message qui a 5 enfants et qui me dit bah moi je sors pas du tout, même l'heure autorisée, parce que si je sors avec les 5, il y en a au moins un qui se fait la malle et je peux pas le récupérer. Et ça peut prêter à sourire, mais ça révèle qu'il y a beaucoup de détresse. Et on fait quoi pour ces gens-là? Il y a des numéros verts pour les enfants battus, les femmes battues, etc. Ce qui est très bien. Et je trouve qu'il manque un endroit pour quel soutien on peut apporter à ces parents qui ressentent énormément de détresse. Je dis parents, il y a beaucoup de mamans, mais il y a aussi des papas. Qu'est-ce qu'on met en place pour ces parents, pour pouvoir leur donner de l'air, surtout ça, leur donner de l'air. Donner de l'air, du répit. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces parents solos qui n'en peuvent plus en ce confinement qui dure? Pourquoi il n'y a pas de numéro vert, en effet? Je ne sais pas si c'est une question de numéro vert, parce que tout parent, qu'il soit isolé ou pas, peut appeler les numéros de soutien à la parentalité. Je pense que c'est plus la reconnaissance des parents solos comme un public vulnérable. C'est pour ça, en tout cas, qu'on a plaidé depuis le début du confinement, et donc de pouvoir faire de l'assistance et du soutien à domicile pour effectivement permettre le répit, parce que c'est ça la question essentielle.
Et voilà, en fait, la seule façon, pour nous en tout cas, de résoudre ce problème, c'est d'avoir une deuxième personne qu'on trouve traditionnellement dans le milieu, dans le réseau, soit par les grands-parents, soit par les voisins, et là, qui a été totalement coupée. Alors, quels sont les témoignages, les remontées de terrain qui vous reviennent au sein du réseau? Les hommes comme les femmes, quelle que soit l'origine de leur monoparentalité, que ce soit le célibat, la séparation, le veuvage, qu'est-ce qu'ils vous racontent sur cette période, ce quotidien confiné? Le témoignage de Stéphanie est assez emblématique de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire le fait d'être bloqué avec un enfant, d'être avec lui H24, quand on est en télétravail, d'être H24 avec un enfant et de ne pas avoir de relais. De ne pas avoir de relais parce que, encore une fois, dans les, dans les, dans les gardes d'enfants partagées, non pas sur la je crois en tout cas, sans trop m'avancer, que sur la résidence alternée, ça a fonctionné correctement, donc du coup, il y a du relais. En revanche, il y a beaucoup de situations où l'ex, il est à 300 km. Et donc à ce moment-là, l'enfant, il reste dans la famille et donc en général chez la mère. Et c'est ça en fait ces situations, c'est-à-dire que traditionnellement, on sait qu'il y a 13% à peu près de parents solo qui sont réellement seuls, comme le cas de Stéphanie. On oublie toujours qu'il y a des veufs et des veuves et que ils font partie des parents solos, comme les autres, il n'y a pas de traitement particulier. Donc ceux-là, de toute façon, ont l'habitude d'être confinés et de se débrouiller tout seuls parce qu'ils n'ont pas de relais structurel. Et ça là, ce qui s'est rajouté, c'est les parents donc qui ont des relations avec l'ex-conjoint, donc il y a la possibilité de relais, et donc là, qui n'ont pas pu l'utiliser. Donc le chiffre a dû monter énormément. Et là, effectivement, bah, c'est des situations, encore une fois, que Stéphanie a bien identifiées et a bien illustrées. Cathy, vous êtes mère célibataire, donc confinée à Marseille, je le disais, avec vos 2 enfants qui ont 9 et 6 ans. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Stéphanie? Merci Rachida. Je vais quand même vous parler de la situation des familles monoparentales que nous entendons, qui se sont adressées à nous, donc, à la fédération. Plus mon expérience en fait du terrain et mon vécu en tant que maman solo. Donc déjà la fédération a eu beaucoup de familles qui nous ont interpellés. Donc dans un premier temps parce que tout le monde était un peu apeuré. Donc je pense que c'était la même chose. Nous avons été tous confrontés en fait à une situation dite. Ça a été le premier point. Et la première question qui a été déjà la première question que nous avons entendue des mamans solo, parce que beaucoup de mamans sont exprimées, très peu de papas, même si nous en avons quelques-uns. Donc c'était qu'est-ce qui se passe si jamais nous sommes contaminés. Donc qu'est-ce qui est mis en œuvre, comment nous allons pouvoir gérer tout ça. Est-ce qu'il y a une organisation qui a été mise en place pour pouvoir nous accompagner dans cette difficulté. Le deuxième point, c'était le 16 mars, c'était le milieu du mois. Donc, nous avons eu beaucoup de mamans au 16 du mois nous avons beaucoup de mamans au 16 du mois dont les finances sont assez courtes, donc comme beaucoup de Français aussi, mais particulièrement les mamans solo. Et puis, la difficulté d'être confrontée en fait à cette situation où on devait garder à la maison des enfants, donc privé de cantine, privé en fait de sortie, avec la difficulté de devoir articuler donc sa vie à la maison avec toute la charge déjà de tout ce qui se passait, de tout ce qu'on doit mener tous les jours de front, et en fait la peur, l'incompréhension et la peur de ce qui se passait à ce moment-là. Donc les questions, nous en fait, nous avons à Marseille donc eu plusieurs mamans qui se sont mobilisées déjà pour pouvoir s'organiser et dire ok, si jamais il arrive quoi que ce soit à une de nos mamans, est-ce que nous pourrons venir en soutien des autres mamans, donc en gardant les enfants donc il y a eu déjà d'emblée chez les mamans solo donc réunies dans une volonté en fait de venir en soutien des mamans. Donc ça c'est un des points très très importants des mamans solo, c'est la possibilité malgré les difficultés de trouver la force
de venir en soutien de celles qui sont fragilisées. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, effectivement, il y a eu en fait la difficulté de tout mettre en place, de trouver le financement pour pouvoir faire les courses, parce qu'on a vu en fait dans cette réalité beaucoup de Français, beaucoup de familles qui ont eu la possibilité d'aller faire leurs courses, remplir leur frigo, prendre ce qu'il fallait. Il y a beaucoup de mamans qui nous ont interpellés en nous demandant donc, comment on fait. Donc effectivement, à ce moment, il fallait être réactif, il fallait pouvoir répondre à l'urgence. Et là, il ne s'agissait pas tant d'une question politique, il s'agissait d'être à la hauteur en fait de ces enjeux-là et de trouver des solutions rapidement. Donc, vous, comment vous avez fait? Alors moi, comment j'ai fait? D'abord, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit il faut y aller comme toutes les mamans. Donc la chance, donc comme je vous le disais, d'avoir des employeurs, donc la fédération qui est quand même sensibilisée à la question de la famille monoparentale, qui a été un réel soutien financier. Donc avant que toutes les décisions politiques n'interviennent, donc à savoir la sécurité sociale pour les parents qui avaient des enfants de moins de 16 ans, donc un arrêt avec l'impôt de travailler en télétravail. Avant tout ça, j'ai déjà mes employeurs qui m'ont soutenue, en me demandant dans ce dont j'avais besoin. Après, le réseau de familles, parce que le plus important, ce qu'il faut retenir en fait, en tout cas des familles monoparentales, c'est la capacité de pouvoir développer un relationnel incroyable, parce que on sait qu'on n'est pas complètement autosuffisant. On va développer une capacité de pouvoir rencontrer l'autre, de pouvoir être à la rencontre de l'autre qui pourra venir en soutien de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, déjà moi pour me soutenir, en plus de mes employeurs. Donc, j'ai le réseau ASAP qui est venu aussi en soutien, le réseau CAL. Voilà. Donc, après, il y a différentes familles, nous rencontrons différents profils, des familles justement qui n'ont pas de réseau, des familles qui ont une garde alternée, donc qui sont en garde alternée. Et après, chaque problème est spécifique à chaque famille parce que les familles monoparentales sont quand même assez singulières. Donc, voilà. Il a fallu une discrimination des supermarchés interdisant leur entrée à des parents solos et leurs enfants pour que le sort des familles monoparentales, qui sont effectivement très diverses, intéresse un minimum les médias à la 3e semaine de confinement. Le défenseur des droits a été saisi, un dispositif de signalement des enseignes contrevenantes a été mis en place par le secrétariat à l'égalité femmes-hommes et contre les discriminations pour que les parents solos soient acceptés dans les magasins avec leurs enfants. Marlène Schiappa a reçu 800 signalements. Quand je vous ai contacté, Laure, vous m'avez dit objectivement, tout le monde s'en fout des familles monoparentales. Pourquoi ? Alors, objectivement, enfin, je ne pense pas l'avoir dit comme ça, mais bon, pourquoi pas. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu dans la note pour Terra Nova, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, les familles monoparentales ne sont pas un sujet de politique publique en tant que tel. C'est une réalité. Il suffit de constater, par exemple, faut regarder très 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 concrètement là. Il y a eu donc une prime exceptionnelle qui a été versée pour les familles les plus modestes, et c'est très bien. Donc au 15 mai. Et vous voyez qu'en fait, quand vous voyez les critères et les catégories, c'est un couple avec enfant ou une personne seule avec enfant. Il n'y a pas de différence de traitement, d'attention particulière, que vous soyez un couple à la tête d'une famille ou une personne seule. C'est très révélateur du fait qu'il n'y a pas de prise en compte de la monoparentalité dans les politiques publiques et les politiques sociales. Enfin, je ne sais pas si Cathy me contredira, mais moi, j'en ai identifié que 2, enfin, ce qu'on sait. C'est l'ASF, donc l'allocation de soutien familiale, et puis effectivement, une amélioration du recouvrement des pensions alimentaires. Mais sinon, les familles monoparentales, soit elles sont au-dessous du seuil de pauvreté et touchent les minima sociaux comme toutes les familles, donc il n'y a pas de distinction. Dès qu'on sort de ces catégories de familles particulièrement vulnérables, il n'y a pas de traitement particulier. Et encore une fois,
quel que soit le type de famille. C'est ce que disait Cathy. Dans les familles monoparentales, vous avez des résidences alternées, des gardes exclusives, des veufs, des veuves. Enfin, il y a une quantité des mères célibataires, des abandons de famille. Donc, une diversité de situations, plutôt une diversité des raisons qui amènent à la monoparentalité, ce qui n'est pas la même chose. Mais de fait, la situation, après, elle est partagée par tout le monde. C'est la même. Et c'est assez dramatique. Comment vous expliquez que les situations de monoparentalité restent dans l'angle mort des politiques publiques aujourd'hui, alors que c'est un phénomène qui est exponentiel, puisque le nombre de familles monoparentales en France a plus que doublé en 40 ans. Aujourd'hui, c'est 2 familles sur 10. Dans 85% des cas, ce sont des femmes. Et en Outre-mer, les chiffres sont 2 fois plus élevés qu'en métropole. Comment vous expliquez ça? Je pense, enfin, une des hypothèses, hein, parce que il y a aucun travail sur les familles monoparentales. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études de sociaux, d'anthropologie et tout ça. C'est un non-sujet, y compris dans les disciplines universitaires, faut le savoir. Il n'y a rien, il n'y a rien. Quelques thèses, mais du côté de la psychologie ou de la psychanalyse. Mais sinon, en termes de sujet de société, c'est pas un sujet. En tout cas, personne ne s'intéresse à comment on fait comment on fait seul ce que les autres font à 2. Moi, sachant que c'est déjà difficile. J'ai cité un rapport du Conseil de l'Europe qui date de 2014 qui dit exactement ça. Il dit on ne sait absolument pas, il y a trop peu de rapports, et au niveau européen, c'est pas que français, hein, on n'a que trop peu d'études et on ne sait pas, de façon scientifique, entre guillemets, comment une famille qui se retrouve pour quelle que soit la raison, seule donc avec un adulte seul à la tête de la famille, se débrouille pour s'en sortir. C'est un non-sujet pour l'instant. Alors, une hypothèse qui expliquerait ça, moi j'en ai discuté avec les uns et les autres, serait effectivement, enfin une hypothèse, c'est quand même le fait que à la fois il y a un double mouvement, c'est-à-dire que comme ça c'est transcendantal à toute la société, c'est pas lié à une situation sociale ou une catégorie particulière. Donc c'est tellement divers qu'on n'arrive peut-être pas à l'identifier, à la saisir. La deuxième chose, c'est que de toute façon, et là, ça, moi, ça, on peut le démontrer, une famille monoparentale et par rapport à la norme de la parentalité qui a un couple reste anormale. Donc du coup, c'est un sujet, c'est pas une famille comme les autres. Je dirais même presque, de façon très curieuse, on sent bien que dans l'approche, un couple de parents gays, par exemple, du moment que c'est un couple, donc 2 personnes, serait presque plus légitime et plus normal, entre guillemets, qu'une famille monoparentale. Le fait d'être seul à la tête des enfants, à la tête d'une famille, c'est vraiment un problème qui reste posé. C'est pas encore une fois un jugement moral, mais par nature, ces familles-là sont considérées comme dysfonctionnelles. D'ailleurs, c'est intéressant, vous pointez ceci dans votre note pour Terra Nova. Vous dites que depuis le début du confinement, la famille érigée en modèle qu'on fait parler dans les médias, c'est un couple avec 1 à 2 à 3, voire 3 enfants, pour qui le confinement se passe pas trop mal, en tout cas toujours avec le sourire et sans aucune galère. La stigmatisation, vous avez connu ça, vous connaissez ça. C'est votre quotidien depuis 10 ans. C'est d'ailleurs ce qui vous a conduit, c'est d'abord votre situation personnelle qui vous a conduit à investir ce champ-là qui est pour vous politique, hein, le champ du combat pour rendre visible et aider les familles monoparentales. C'est quoi la stigmatisation que vous vivez au quotidien en tant que mère seule? Avant de parler, je vais reprendre juste sur l'intervention de Laure. Effectivement, le problème, en fait, il y a beaucoup d'études faites sur la monoparentalité. Le problème, c'est leur visibilité et le fait de pouvoir lire et comprendre ce que c'est la monoparentalité et quelles sont les répercussions dans la société. Donc, il y a effectivement de nombreuses thèses dessus. Il y a des recherches en fait faites par la CAF, par la CNAF, par la Fondation Abbé Pierre. Après, c'est aussi la question de la monoparentalité date de nombreuses années. Depuis 1960, on retrouve en fait
des femmes qui se combattent pour pouvoir justement faire valoir le droit d'être une famille monoparentale, c'est-à-dire être femme chef de famille. Donc ça, c'est un combat qui date des années 60, donc 63, pour parler en fait de la première création donc de ces femmes veuves au départ ou divorcées, donc les premières à avoir demandé à être entendues comme chef de famille et avoir la responsabilité et l'autorité parentale. D'ailleurs, elles se sont battues aussi, donc ça a donné lieu à ce partage de l'autorité parentale en 75, 74, 75. Enfin, il faudra que je me rassure de la date. C'est cette date qui est importante, mais que je ne retiens jamais. Mais c'est dans les années 74, je pense, 74. Ouais. Et donc, ce sont des... Donc, ça, il y a effectivement beaucoup de travail, de raison, de recherche sur cette parentalité-là, cette façon de faire famille. Le vrai problème, pour moi, c'est de prendre conscience que l'imaginaire collectif, donc les imaginaires collectifs, fondent la famille sur le couple traditionnel, et fondent la famille sur la famille élargie, les grands-parents. Voilà. Aujourd'hui, avec la modernité, on se rend compte que la famille ne se définit plus du tout de la même manière. Donc, il y a quelque chose, en fait, qu'il va falloir actualiser et qu'il faudra prendre en compte autant dans les politiques que dans la réponse apportée aux familles monoparentales. Ça, il s'agit en fait des questions théoriques de la famille aujourd'hui. Je pense qu'il faut la redéfinir et à partir de là, faire accepter qu'on peut faire famille aujourd'hui avec un parent, avec deux parents de sexe opposé ou de... Peu importe. Il faut faire évoluer la notion de famille. Et à partir de là, je pense qu'on pourra apporter des réponses intéressantes pour les familles monoparentales et pour les familles en général. Le vrai problème, c'est que si on regarde même l'organisation politique, on voit que la place de la famille est toujours, n'est pas une place importante dans la réflexion politique aujourd'hui. Tout mène à ça. On va voir que la question fiscale, la famille est impactée, la question de la consommation, la famille est impactée, mais une vraie réflexion sur qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de le mettre dans le débat public et apporter des réponses. Donc, ça emmène des stigmatisations, ça emmène des stigmatisations au niveau de l'emploi. Il est difficile, quand on n'est pas habitué dans une société, à comprendre que la famille donc, est organisée avec un parent, un enfant. Quand on n'arrive pas à comprendre que cette famille est aussi importante qu'une famille traditionnelle, mais a des difficultés plus importantes, donc il va falloir adapter la société à ce type de famille, on ne pourra pas avancer. Le problème est vraiment de pouvoir faire valoir donc, les droits de ces familles-là, mais aussi travailler et sensibiliser à cette façon de faire famille. Et je pense que le vrai problème, c'est cette sensibilisation-là. Donc, ça entraîne des stigmatisations, nécessairement. Quand vous êtes obligé de cacher, par exemple, dans votre entretien d'embauche, et plusieurs mamans et plusieurs papas ont ces problèmes, et quel que soit leur niveau social, qu'ils ne sont pas seuls. Parce qu'il faut être à mesure d'être autonome et de se débrouiller en tenant compte de sa... on doit comme tout le monde, donc ne pas présenter en fait une vulnérabilité du fait d'être seul à devoir gérer 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Voilà. Donc déjà, il y a un vrai problème par rapport à ça. Donc moi, je sais que si je me suis engagée, je n'étais pas prédestinée à lutter pour faire valoir les droits des femmes ou des parents solos. Il se trouve simplement que dans ma vie, j'ai été confrontée à des difficultés liées à ma monoparentalité pour accéder à l'emploi, pour pouvoir être stable dans mon emploi, pour pouvoir gérer ma place de femme, maman, et en même temps ramener de l'argent, faire bouillir la casserole. Donc effectivement, en tant que personne, j'ai été confrontée à ça, à ces difficultés-là. Et oui, c'est un combat qui est incroyable tous les jours. Il faut se battre tous les jours. Il faut se battre pour déjà être à mesure d'entendre ses enfants, parce que quand on est fatigué, on peut ne plus les entendre. Il faut se battre pour être capable d'être à la hauteur au travail
même pour pouvoir aller postuler au travail. Donc, à tous les niveaux, il faut se... Et c'est quelque chose en fait, qui est difficile à entendre quand on n'est pas confronté à cette réalité-là. On peut l'entendre intellectuellement, mais de la vivre et de pouvoir en parler, c'est ça la difficulté, c'est le vrai combat, de pouvoir sensibiliser sur la réelle problématique des familles monoparentales. Juste pour finir, il y a par exemple, nous avons plusieurs personnes qui sont venues pour travailler pour la fédération et nous avons eu par exemple des enfants de mamans solo. Donc, il a fallu leur faire prendre conscience qu'ils étaient enfants de maman solo. Parce que comprendre, même les personnes qui sont parents seuls n'ont pas conscience parfois qu'ils sont parents seuls et que leurs difficultés viennent du fait qu'en tant que personne seule à devoir gérer une vie des enfants, la responsabilité de prendre soin des enfants, de prendre soin de soi, d'être ami de son travail, donc être investi dans son travail, être à la hauteur de l'entretien de son domicile pour que ce soit un cadre. En fait, d'être à la hauteur de tout ça, quand on est seul, c'est compliqué parfois. Et ça, même les personnes seules n'en ont pas conscience parfois. Donc, je pense que c'est une vraie éducation de chacun sur... voilà. Laure, vous avez entendu le témoignage de Cathy. Le jour d'après, qu'est-ce qui vous fait craindre? Est-ce que vous craignez l'épuisement des parents solos? C'est votre première crainte pour le déconfinement? La première crainte qu'on peut avoir, c'est, je rejoins tout à fait Cathy sur la question de l'emploi, parce que c'est ça l'énorme problème des parents solos, Cathy l'a expliqué, c'est fondamental. La vulnérabilité, la fragilité d'un parent solo par rapport à l'emploi, qui accepte à peu près n'importe quoi pour pouvoir le conserver. Donc, on a eu des témoignages de parts patronales qui n'ont pas été payées dans le cadre du chômage ou dans le cadre de la garde d'enfants. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qui étaient en formation, qui étaient en fin de contrat et qui sont désespérées parce qu'elles ne savent pas du tout comment quand elles vont s'en sortir à la fin. Donc moi, je crains très fortement qu'on aille là déjà, qu'on continue à aller vers un appauvrissement des familles monoparentales. Là, c'est très clair que la caractéristique de l'emploi des familles monoparentales, c'est d'être sur le fil du rasoir. Il suffit que ça bascule un petit peu et tout s'écroule. Et là, on est vraiment dans une situation où on risque d'avoir un château de cartes qui s'écroule et là, ça va faire vraiment de très gros dégâts. Donc, vous appelez à des mesures d'urgence? Je ne sais pas si ça, des mesures d'urgence, mais fondamentalement, la question des parents solos, nous, c'est ce qu'on dit, et pour reprendre ce que dit Cathy, on dit qu'il faut reconnaître la situation de monoparentalité dans l'emploi, très clairement. Quand vous avez des parents solos, et moi, j'ai eu des témoignages comme tout le monde, comme Cathy, quand vous avez une mère en instance de divorce qui n'aura pas la garde de ses enfants parce qu'elle commence à 6 heures du matin, on n'est pas dans des questions de confort, là. Quand vous avez un père qui est terrorisé parce qu'il va partir en garde alternée et qui ne sait pas comment l'expliquer à son patron, on est dans des situations réellement dramatiques. Et effectivement, les gens se cachent dans l'emploi, dans l'entreprise, pour ne pas être identifiés comme parents solo, parce que c'est une vulnérabilité supplémentaire. Donc, c'est un problème fondamental, l'emploi. Et la question, une des façons de le résoudre, de la même manière que, moi je suis d'accord avec Cathy, il faut reconsidérer ce qui fait famille et donc d'intégrer les familles monoparentales comme un type de famille, comme un autre, avec ces spécificités qu'il faut donc accompagner. Il faut que dans l'entreprise, de la même manière, ou plutôt avec une métaphore, qu'on reconnaît la situation de handicap, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des gens qui sont capables de travailler, mais qui ont un handicap particulier qui fait qu'il faut adapter un poste, et ben, il faut reconnaître, lever ce voile de terreur qui fait que personne ne parle de la monoparentalité dans l'entreprise. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais on en connaît plein dans l'entreprise, mais tout le monde se cache parce qu'on a peur de se faire identifier. Donc, les gens, en fait, n'osent même pas le dire, comme si c'était une tâche, quoi. Et c'est dramatique. Et donc, il faut qu'il y ait une situation de la reconnaissance de la monoparentalité. Et après, on adapte les postes en fonction des entreprises. Mais des fois, c'est ridicule. Quand vous ne pouvez pas prendre un poste
à 7h du matin parce que la crèche ouvre à 7h du matin, il suffit de faire une prise de poste à 7h15 et c'est réglé. Donc, c'est pas des bouleversements énormes, c'est juste reconnaître la spécificité de ces familles, juste reconnaître qu'elles ont besoin de travailler, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Elles sont au RSA. Donc, il faut avoir un moment, choisir quelle est la politique d'accompagnement qu'on veut mettre en place pour permettre à ces familles de s'en sortir. Merci à toutes les deux pour vos témoignages. Je vais conclure en rappelant d'ailleurs que le gilet jaune à l'hiver 2018-2019 a permis aux parents célibataires, notamment aux mères célibataires, de se rendre visibles sur les ronds-points et d'ouvrir un petit peu les yeux sur leur détresse et sur leur isolement. Il faut continuer effectivement, peut-être porter ce gilet jaune tout le temps. Merci à Stéphanie, à Fatima, à Jean-Yves, à tous les parents solo qui m'ont aidé à construire cette émission en me nourrissant de leurs témoignages. Bon courage à toutes et à tous.